Je donne la bienvenue à Hugo Candan qui vient de l'Observatoire de Paris et de l'IJC Lab pour nous parler des trous noirs en gravité modifiée. Merci beaucoup. Merci pour la présentation et merci à Alcor de m'avoir invité pour faire cette présentation aujourd'hui. Donc, comme il a dit, ma présentation initialement, ça s'appelait Trous noirs en gravité modifiée, mais j'ai changé un peu le titre pour le drapeau, ça s'appelle Les trous noirs ont-ils des cheveux ? Bon, vous demandez de quoi je suis en train de vous parler, parce que j'ai pété un câble à parler de cheveux de trous noirs, mais vous allez voir, c'est extrêmement scientifiquement et physiquement sérieux. Bon, déjà, un trou noir. Donc, je travaille sur les trous noirs, voilà. J'ai introduit. Mais déjà, un trou noir, qu'est-ce que c'est ? C'est un gros truc noir, peut-être que c'est ce que vous avez en tête, mais plus précisément. Pour comprendre c'est quoi un trou noir, ce que je vais commencer par introduire, c'est le concept de vitesse de libération. La vitesse de libération, c'est... Le micro bug un peu, non ? Ok, non, c'est bon. Donc le concept de vitesse de libération, c'est l'idée que si vous lancez un objet vers le haut, il va retomber, a priori. Mais si vous le lancez suffisamment fort, est-ce qu'il y a un moment où il va plus retomber ? La réponse est oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut lancer des fusées dans l'espace. Et sur Terre, si vous lancez un objet vers le haut à plus de 11 km par seconde, il va jamais retomber sur Terre. Il va aller dans l'infini de l'espace et vous ne le reverrez plus jamais. Mais si vous lancez l'objet à moins de 11 km par seconde, bah là vous êtes sûr qu'il va retomber sur la Terre. Enfin, a priori, si on néglige les autres planètes, etc. Bref, dans un cas idéal, disons. Eh bien, l'idée d'un trou noir, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que dans l'univers, la vitesse maximale à laquelle peuvent aller les objets, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de transfert de l'information, et cette vitesse est environ de 300 000 km par seconde. Et imaginez que nous prenions un astre suffisamment massif pour que sa vitesse de libération ne soit plus donc de 11 km par seconde comme la Terre, mais soit tellement plus massif que cette vitesse de libération, ce soit exactement la vitesse de la lumière, justement. Eh bien, ça veut dire que dans ce cas-là, si on envoyait un rayon de lumière vers le haut, en quelque sorte, le rayon de lumière retomberait vers le bas et lui-même ne pourrait pas s'échapper du trou noir. Et donc, si à la vitesse de la lumière, on ne peut pas s'échapper de notre astre, eh bien, rien ne peut s'en échapper, vu qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc ça, c'est une description un peu naïve d'un trou noir. Pour en donner l'idée, pour avoir une vraie description d'un trou noir, il faut plutôt faire appel à Albert Einstein. Mais c'est des équations un peu plus compliquées. Donc l'idée de vitesse de libération, ça vous donne la première idée. Pour avoir un trou noir, donc il faut une vitesse de libération très très élevée, il faut que ce soit la lumière. Pour ça, il faut un astre très massif, il faut beaucoup de masse qui doit être concentrée dans un petit volume. Par exemple, si vous prenez la masse du Soleil, vous devez la comprimer dans un rayon de 3 km pour avoir un trou noir. Donc si vous prenez toute la masse du Soleil et vous la mettez dans un rayon qui est plus petit que la ville de Paris, vous arrivez à obtenir un trou noir. Sinon, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, donc ce sont des astres très massifs. Et en réalité, les trous noirs, aujourd'hui, on les comprend surtout dans le cadre de la théorie d'Einstein de la gravitation, qui décrit la gravitation comme étant une courbure de l'espace-temps. En réalité, les objets ne sont pas... Enfin, le fait que les objets soient attirés par les autres objets, donc par exemple, vous êtes attiré par la Terre, c'est le fait que la Terre va courber l'espace-temps et que vous allez vous déplacer en ligne droite dans l'espace-temps, mais en réalité, ces lignes droites vont en quelque sorte se recourber en suivant la courbure de l'espace-temps et retomber sur Terre. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on comprend le mieux la gravitation. C'est une théorie qui fonctionne extrêmement bien, qui nous permet de décrire très très bien le mouvement des planètes dans le système solaire, qui décrit même la trajectoire de Mercure très proche du Soleil, où là on avait vraiment besoin de la relativité générale, mais elle permet aussi de décrire extrêmement bien plein d'autres phénomènes, notamment ce qu'on appelle les pulsars, les étoiles à neutrons, et aussi les ondes gravitationnelles qu'on a détectées il n'y a pas très longtemps, en 2015, dont j'en reparlerai un petit peu à la fin. Donc pour l'instant, la relativité générale, c'est une théorie qui marche très bien et elle décrit l'existence de trous noirs, donc des astres tellement massifs que la lumière ne peut pas ressortir. Et ce sont des objets un peu étranges, qui ont l'air un peu compliqués, dit comme ça. Et d'ailleurs, le truc qui est un peu bizarre avec les trous noirs, et ça c'est un physicien britannique qui s'appelle Roger Penrose qui nous l'a dit, enfin qui l'a démontré mathématiquement, c'est que à l'intérieur des trous noirs, dans le cadre de la théorie d'Einstein, alors on a nécessairement ce qu'on appelle une singularité de l'espace-temps. C'est en quelque sorte un endroit où l'espace-temps lui-même s'arrête. Genre vous pouvez tomber dans un trou noir, parce que une fois que vous êtes dedans, vous ne pouvez plus en ressortir, mais vous pouvez tomber dedans. Et ensuite, une fois que vous êtes dans le trou noir, vous pouvez essayer de converger vers le centre du trou noir. Eh bien, ce que nous dit la théorie de Einstein,
Et ce qu'a montré du coup Penrose dans le cadre de la théorie de Einstein, c'est qu'à un moment, vous allez arriver un peu à la fin de l'espace-temps, quand vous arrivez au centre du trou noir, c'est ce qu'on appelle une singularité. Elle se caractérise notamment aussi par la présence d'une courbure infinie de l'espace-temps au centre du trou noir. Donc courbure infinie, ça veut dire que vous serez infiniment déchiqueté par le trou noir une fois que vous serez approché la singularité. Donc petit conseil, évitez les singularités. Voilà. Mais donc, la théorie d'Einstein, elle prédit ces trucs très bizarres qui sont les singularités. Donc là, on se dit, c'est vachement bizarre un trou noir quand même. C'est très gravitant, la lumière peut pas en sortir, et on a des singularités de l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air des objets vachement compliqués. Pas du tout. Les trous noirs, ce sont les objets les plus simples de l'univers. Alors là, je vous dis ça comme ça, mais c'est pas moi qui vous le dis, hein, moi j'invente rien. On a un théorème mathématique qui démontre cette phrase, les trous noirs sont les objets les plus simples de l'univers, il n'y a pas plus simple qu'un trou noir. Et ce théorème, les physiciens ils lui ont donné un petit nom évidemment. Alors là, on n'a pas donné le nom des personnes qui l'ont découvert. Ce théorème, on l'a appelé le théorème de la calvitie. Voilà, les trous noirs n'ont pas de cheveux, dit John Wheeler, qui était un grand physicien de la relativité générale. Les trous noirs n'ont pas de cheveux, c'est ce qu'on appelle le théorème de la calvitie. Et en réalité, il a plutôt été démontré par ces trois personnes-là, qui sont Stephen Hawking, que vous connaissez probablement, Brandon Carter, qui était un physicien qui travaillait à Paris, il travaillait à l'Observatoire de Paris, c'était un collaborateur de Stephen Hawking, grand physicien de la relativité générale, et David Robinson, qui était plutôt un matheux, lui. Donc voilà, ils ont démontré que les trous noirs n'ont pas de cheveux. Bon d'accord, mais c'est quoi un cheveu de trou noir, bordel de merde? Là, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous parler. Bon, c'est une métaphore, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, cette métaphore? Donc des cheveux sur les trous noirs, what the fuck? C'est une métaphore. Un cheveu, ce qu'on appelle un cheveu sur un trou noir, c'est une caractéristique du trou noir. Quelque chose qui, en gros, décrit notre trou noir. Et en fait, ce théorème, ce qu'il dit précisément, c'est que tous les trous noirs de l'univers, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, sont décrits par uniquement trois nombres. Si vous avez trois nombres, ces trois nombres-là, vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir sur notre trou noir. Ces trois nombres, c'est sa masse, sa rotation, ce qu'on appelle son moment cinétique en physique, tout ce qui décrit sa rotation, également sa charge électrique, même si dans les faits, elle est souvent nulle, parce que si on a une charge électrique positive, ça va attirer des charges négatives, et les charges négatives vont annuler la charge. Donc souvent, c'est nul, mais en théorie, elle peut exister. Donc on a trois nombres, et avec ces trois nombres, on décrit complètement le trou noir. Ce qui est contre-intuitif, parce que par exemple, si je prends la Terre, et que je vous donne sa masse, sa rotation, et sa charge, bon, elle est nulle, vous pouvez pas me décider la Terre complètement, avec tous les habitants à la surface, tous les bâtiments et tout. Il faut infiniment plus de données pour décrire la Terre en entier. Mais pour un trou noir, non. Ce théorème, il nous dit que les trous noirs sont uniquement décrits par trois nombres. Et si on a deux trous noirs qui ont ces trois nombres identiques, ben ils sont complètement identiques. Il n'y a aucun moyen de les différencier. Donc c'est un peu bizarre, ce théorème de la calvitie, en plus de son nom extravagant de physicien théoricien qui aimait bien s'amuser. Donc aucun cheveu. Et ça mène un peu à un paradoxe. Pourquoi? Parce que votre trou noir, il peut aspirer des choses en quelque sorte. Bon, c'est pas un aspirateur, hein. Faut pas voir un trou noir comme un aspirateur, mais des choses peuvent tomber dans le trou noir, peuvent passer l'horizon des événements et se retrouver dans la zone d'où ils ne peuvent plus sortir. Donc par exemple, je peux envoyer des planètes, je peux envoyer des objets, je peux envoyer des gens dans mon trou noir. Et ces gens, tous ces objets que j'envoie dans mon trou noir, ils peuvent être décrits par un nombre de paramètres extrêmement élevé. Par exemple, si vous tombez dans le trou noir, je peux pas vous décrire avec uniquement trois nombres. Si vous me donnez trois nombres, je vous dessine pas une personne. Et donc une fois tombé dans le trou noir, ce que ce théorème nous dit, c'est que non, une fois que c'est dans le trou noir, tout le trou noir lui-même, donc y compris ce qu'il y a dedans, est uniquement décrit par les trois nombres. Donc en quelque sorte, on perd de l'information. Il y a de l'information qui était là initialement quand c'était en dehors du trou noir, et une fois que ça s'est rentré dans le trou noir, l'information est en quelque sorte effacée. On ne sait pas où elle est passée. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information des trous noirs, qui est donc lié à leur calvitie. Donc pourquoi la calvitie, elle efface l'information? Donc ça pose problème donc voilà, je vous ai résumé les deux raisons principales qui font que les trous noirs, ça pose un peu problème aujourd'hui en physique. C'est qu'il y a des singularités un peu cheloues au milieu de courbures infinies d'espace-temps qui s'arrêtent, on comprend pas trop. On se dit que c'est probablement pas tout à fait physique ces objets, hein, que potentiellement c'est qu'on comprend pas la physique qui se passe au niveau des singularités. Et aussi, ils ont une calvitie importante qui fait disparaître l'information. On a perdu l'information, on ne sait pas où elle est. Et on a bien envie de résoudre ces problèmes, parce que ça veut dire que nos théories physiques actuelles, elles arrivent un peu à leurs limites quand on arrive sur les trous noirs. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que comme je le disais, les trous noirs, c'est un peu des endroits où la gravité est la plus intense, où tout ce qu'on connaît sur l'univers arrive à ces endroits les plus intenses, et dont on s'attend à ce que ça soit à cet endroit-là que notre compréhension arrive à ses limites. Et effectivement, il semblerait, avec ces considérations, que
on comprend peut-être pas forcément tout encore de ce qui se passe au niveau des trous noirs. Donc comment résoudre ces problèmes et gagner un prix Nobel? Bah ça tombe bien, c'est mon travail. C'est pas une mince affaire, mais je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'on arrive à faire quand même aujourd'hui pour essayer de résoudre ces problèmes. Alors il y a plein d'approches différentes pour tenter de résoudre ces problèmes. Moi je vais pas parler de toutes les approches, je vais parler de celles que je connais et que je fais. Et donc l'idée c'est la théorie d'Einstein qui nous disait tous ces trucs bizarres sur les trous noirs. C'est la théorie d'Einstein qui nous dit qu'il y a une singularité au milieu, et c'est la théorie d'Einstein qui nous dit qu'ils n'ont pas de cheveux. Bon, c'est pas des conséquences directes, faut faire des démonstrations mathématiques très longues, mais à la base, c'est la théorie d'Einstein. Donc l'idée, c'est que peut-être qu'il faut modifier la théorie d'Einstein quand on s'approche des trous noirs. Peut-être que quand on s'approche des trous noirs, la théorie d'Einstein, elle n'est pas suffisante pour complètement expliquer la gravité, la force de gravité, la théorie de la gravitation. Et donc dans ce cas-là, on va introduire des nouvelles théories plus complexes. Alors ces nouvelles théories, ça remet pas complètement en cause ce qu'a dit Einstein. Il ne faut pas voir ça comme des théories. Des fois on parle de théories alternatives de la gravitation. C'est pas vraiment des théories alternatives, c'est plutôt des extensions de la théorie d'Einstein. On prend la théorie d'Einstein et on la modifie un peu pour que le comportement autour des trous noirs notamment soit différent. Mais on reste sur les bases solides de la relativité générale. Notamment, je vous ai résumé un peu ce qu'on fait dans les théories que moi je regarde. L'idée c'est qu'en relativité générale, alors on en parlait juste avant justement, en relativité générale la force est transmise par ce qu'on appelle le graviton. Alors le graviton quantique, on l'a jamais détecté, c'est ce qu'on parlait avant dans la question, mais le graviton au sens classique, au sens non quantique, on sait très bien ce que c'est en quelque sorte le champ qui transmet la force de gravité. Ça pose pas de problème, le graviton classique. C'est son côté quantique qu'on connaît pas. Donc ça c'est la relativité générale d'Einstein. Donc l'idée des théories modifiées, c'est qu'on garde le graviton de Einstein, qui marche bien, mais on ajoute des particules en plus dans la théorie qui vont aussi transmettre en quelque sorte la force de gravité, qui vont interagir d'ailleurs avec le graviton et qui vont faire des effets différents, supplémentaires, qui vont faire que la gravité va pouvoir se comporter différemment, notamment autour des trous noirs. Donc on modifie la théorie d'Einstein et on veut voir si, est-ce que ça change quelque chose sur la calvitie des trous noirs, est-ce qu'on arrive à redonner des cheveux à nos trous noirs? Parce que là, peut-être qu'on pourrait marketer ça comme étant une solution à la calvitie, je ne sais pas. Est-ce qu'on arrive à résoudre le problème des singularités? Bon, ça c'est le plan de travail, maintenant il faut vraiment regarder ça. Donc encore une fois, toujours mon travail, mais le côté moins marrant, c'est qu'il faut résoudre des giga compliquées équations vachement chiantes. Du coup c'est dur, du coup c'est long, du coup il faut prendre des méthodes un peu malines pour essayer de trouver un trou noir là-dedans. Mais on y arrive un peu, on arrive à faire des choses, et on a quelques résultats. Donc, dans certaines théories, on a effectivement des trous noirs sans singularité. On a réussi à construire des théories de la gravité qui donnent des trous noirs sans singularité au milieu. Bon, le problème c'est qu'elles sont assez rares, elles semblent être assez spécifiques, et c'est pas des solutions complètement très satisfaisantes. Parce qu'en fait, pour avoir des théories qui donnent des trous noirs sans singularité, faut en quelque sorte vraiment bien choisir la théorie dans le but qu'elle donne pas de trou noir, enfin qu'elle donne pas de singularité dans le trou noir. Donc bon, philosophiquement, c'est un peu embêtant parce qu'on part avec le problème de la singularité au début et on va chercher spécifiquement une théorie de la gravité où il n'y en a pas. Donc à la fin, on finit par en trouver. Mais bon, c'est quand même intéressant de dire que ça existe. Il y a des théories de la gravité où les trous noirs n'ont pas de singularité. Et pour le problème de la calvitie, on l'a presque réglé. Presque, pas du tout presque en fait. Parce que certaines théories de trous noirs, dans certaines théories de la gravité, on arrive à avoir des trous noirs avec un paramètre en plus. Donc on a réussi à faire pousser un cheveu sur notre trou noir. Incroyable. Donc on arrive à en quelque sorte créer ce qu'on appelle des trous noirs chevelus. Donc on appelle ça comme ça, hairy black hole en anglais. Donc ma thèse elle porte en quelque sorte sur les trous noirs chevelus. Et donc on arrive à en créer, on arrive à les étudier. Donc les créer, je veux dire, on arrive à créer des théories qui donnent des trous noirs chevelus. Bon, un paramètre en plus, ça résout pas le paradoxe de l'information. Évidemment, il faudrait beaucoup plus de paramètres. Il faudrait comprendre comment ces paramètres peuvent surgir, mais ça montre quand même qu'on peut créer des théories de la gravité où on donne des paramètres en plus au trou noir. Bon, pour l'instant, un seul, peut-être plus. En tout cas, c'est à l'avenir, on verra. Donc, moi, je continue de travailler là-dessus. C'est le but de ma thèse. Et le futur nous dira si on arrive à aller plus loin là-dessus, à trouver des nouvelles solutions de trous noirs, des équations, des théories modifiées, voir si on arrive à ajouter plus de cheveux, ce qu'elles disent sur les singularités, etc. Mais c'est du travail pour le futur, donc n'hésitez pas à revenir m'écouter dans 2-3 ans. Je vous dirai comment ça a avancé. Bon, c'est bien joli tout ça, mais ça c'est l'aspect théorique. À côté, on peut aussi juste pas essayer de faire des calculs chiants et aller observer directement les trous noirs qui existent pour regarder si oui ou non ils sont calviciés ou pas.
Et donc aujourd'hui, on a à peu près 2 canaux d'observation des trous noirs qui sont un peu en plein essor. On a d'un côté les ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles, ce sont en quelque sorte des ondes dans la courbure même de l'espace-temps qui étaient prédites par Einstein dès le départ, mais qui ont été détectées qu'en 2015. Donc c'est-à-dire il y a 10 ans environ. Et donc la théorie d'Einstein de la relativité générale, il l'a publiée en 1915. Et on les a détectées qu'en 2015, donc il a fallu 100 ans entre la théorie et l'observation des ondes gravitationnelles. Mais on les a observées avec des détecteurs au sol qui s'appellent LIGO, Virgo et CaGRA. Donc LIGO aux États-Unis, il y en a 2 aux États-Unis. Virgo, c'est en Italie, à côté de Pise. Et CaGRA, c'est au Japon. Et donc avec ces détecteurs, on arrive à détecter les ondes gravitationnelles qui proviennent de 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre et qui se rapprochent et qui à la fin se mettent à fusionner tellement ils sont proches l'un de l'autre pour à la fin ne donner qu'un seul trou noir. Et donc ce qu'on observe en fait, c'est vraiment le signal d'onde gravitationnelle au moment où les trous noirs fusionnent, parce que c'est là qu'il est le plus intense. Il faut vous dire que ces signaux d'onde gravitationnelle sont extrêmement faibles, vu qu'ils déplacent en quelque sorte pour les détecter, en gros, on a un bras de notre détecteur, et quand l'onde gravitationnelle passe, la longueur de ce bras, elle change, mais la différence de longueur, elle est plus petite que la taille d'un atome. Donc c'est vraiment dur à détecter, et donc ce qu'on détecte uniquement, c'est vraiment le moment où les 2 trous noirs fusionnent, c'est là où le signal est le plus intense. Mais ça c'est vachement bien, parce qu'avec ça on arrive à remonter à plein de données sur les trous noirs eux-mêmes, sur est-ce que la physique des ondes gravitationnelles et des trous noirs qui les ont émis vérifie bien la relativité générale et le théorème de la calvitie. Ça on va pouvoir le savoir avec les signaux d'ondes gravitationnelles. Dans ceux qu'on a actuellement, on n'a jamais vu aucun écart à la relativité générale. Mais on a encore des signaux, comme je disais, qui sont très faibles, pas encore assez précis, pour pouvoir vraiment pour pouvoir aller plus loin dans notamment la vérification du théorème de la calvitie. Mais heureusement, on a des futurs détecteurs qui vont arriver, notamment on va en envoyer un dans l'espace qui s'appelle LISA, qui est pour l'instant prévu en 2035, mais moi j'étais un peu plus réaliste, j'ai mis 2040 et certains diront 2050. Mais bref, on prévoit d'envoyer un détecteur à ondes gravitationnelles dans l'espace qui sera énormément plus précis, qui arrivera à capter des signaux sur plusieurs mois, et avec ce détecteur, on pourra vraiment vérifier si la relativité générale ça marche autour des trous noirs, ou si on leur trouve des cheveux. Est-ce qu'on trouve des cheveux aux trous noirs? LISA, il sera capable de nous le dire. Et à côté, le deuxième canal d'observation, c'est les photographies directes. On fait les petits paparazzi, on les prend en photo, nos trous noirs. Bon, on les prend pas en photo avec des appareils photo, plutôt avec des giga radiotélescopes comme ceux de la photo. Et on arrive à faire des photos giga floues, parce que c'est quand même des objets vachement petits et vachement loin. Enfin, vachement petits. Non, pas très petits, mais très très loin surtout. Ils sont petits de notre point de vue. Mais donc on arrive à voir, donc ce que vous voyez, le orange en fait c'est la matière autour du trou noir, ce qu'on appelle le disque d'accrétion. Donc c'est de la matière autour du trou noir qui tourne autour et qui est menée à très haute énergie. Et donc donc là en ce moment il y a beaucoup de travaux pour essayer d'avoir des images de meilleure résolution. Donc là vous voyez la dernière, c'est la dernière en date qui est la meilleure résolution qu'on arrive à avoir. Et là c'est pareil, avec ces photos, plus on va gagner en résolution, plus on va être capable de vérifier le théorème de la calvitie et peut-être de voir des cheveux sur nos trous noirs. Merci pour votre écoute et si vous avez des questions. Alors, donc ta question c'est quel est le fameux paramètre supplémentaire qu'on a trouvé en plus? C'est ça? Alors, il n'a pas un sens physique très évident, ce paramètre supplémentaire, mais l'idée, comme je disais, de nos théories modifiées, c'est qu'on ajoute des particules en plus dans notre théorie de la gravité. Et ce paramètre supplémentaire, il va en quelque sorte décrire comment le trou noir interagit avec ces particules supplémentaires dans la gravité. En gros, c'est une sorte de charge, parce que tu vois, la charge électrique, elle décrit comment un objet interagit avec le champ électrique et les autres particules chargées. Ce paramètre supplémentaire, il va plutôt décrire comment notre trou noir, il interagit avec les particules supplémentaires qu'on met dans la théorie de la gravitation. Eh bien, parce que donc, sur ces trous noirs qu'on prend en photo, on voit bien le disque d'accrétion, mais ce qu'on voit aussi, c'est l'ombre au milieu. Et alors, il faut faire attention, l'ombre, le noir qu'on voit au milieu, c'est pas tout à fait l'horizon des événements du trou noir, c'est ce qu'on appelle justement l'ombre du trou noir, qui est un peu plus grande que l'horizon des événements. Et la forme exacte de cette ombre, elle nous donne beaucoup d'informations sur le trou noir. On a calculé dans le cadre de la relativité générale quelle doit être la forme de cette ombre, et on peut comparer
justement avec la forme de l'ombre qu'on observe effectivement dans les faits, pour pouvoir vérifier si effectivement la relativité générale s'applique ou pas. Et une deuxième chose qu'on peut calculer, enfin qu'on peut observer avec ces photos, c'est ce qu'on appelle le quadrupole du trou noir. Donc l'idée, alors le quadrupole, donc si vous voulez la masse, ça décrit un peu comment expliquer le quadrupole. L'idée c'est que la masse c'est le total du trou noir, la rotation ça décrit en quelque sorte la répartition la répartition sur un axe de la matière du trou noir, et le quadrupole ça décrit la répartition sur deux axes en quelque sorte. Je saurais pas en gros c'est une façon dont la masse est répartie dans le trou noir, si tu veux. Vois ça comme ça. Et l'idée c'est qu'en relativité générale, comme on a le théorème de la calvitie, le quadrupole c'est forcément une fonction de la masse et de la rotation. Et donc si on a un trou noir avec une certaine masse et une certaine rotation, on en déduit le quadrupole, qui est donc la façon en quelque sorte dont la masse est répartie dans le trou noir. Et donc on doit toujours avoir le quadrupole qui correspond à la masse et à la rotation qu'on peut mesurer par ailleurs. Et donc ça on peut comparer pour voir si le quadrupole des trous noirs qu'on observe, il est bien en lien de la bonne façon avec la masse et le moment cinétique du trou noir. Et s'il est indépendant, bah, ça veut dire qu'on a des paramètres en plus, et donc on a des cheveux, en quelque sorte. Ouais. Cette équation qui fait peur, là? Du coup, c'est une toute petite partie de l'équation complète de une théorie de la gravité modifiée, où en gros, ce qu'on a tout au début, là, le R mu nu moins 1,5 de R G mu nu, et tout en haut à gauche, c'est le terme de Einstein, ça c'est l'équation de la relativité générale, et tout le reste, c'est ce qu'on a rajouté. Voilà. En gros, ça décrit la courbure de l'espace-temps. Voilà. Ce qu'on appelle, cette théorie s'appelle la théorie Horndeski. Voilà. Je peux pas vous détailler chaque terme un à un, il n'a pas un sens par eux-mêmes, mais juste ça décrit la courbure de l'espace-temps. Ouais. Alors, est-ce que je résous les équations analytiquement ou numériquement? Alors, les deux en même temps. Donc en gros, il y a deux approches dans le travail que j'ai. Soit je fais une résolution numérique de l'équation complète, donc j'essaye de trouver une solution exacte avec des outils numériques, parce qu'à la main c'est trop compliqué. Soit j'essaye d'avoir une approche analytique, mais dans ce cas-là, il faut faire des approximations, parce que sinon c'est trop compliqué d'avoir une solution analytique complète de ces équations pour un trou noir en rotation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se place dans l'approximation ou d'un trou noir qui tourne pas très vite. Parce qu'en gros, le truc qui est facile à faire, c'est quand le trou noir il tourne pas du tout. Parce que là, on a plein de symétries, et ça, on sait résoudre. Mais quand le trou noir se met à tourner, ce qui est quand même intéressant, hein, parce que la plupart des trous noirs tournent, bah là, c'est vachement plus compliqué. Mais ce qu'on peut faire, on peut se placer dans le cadre où le trou noir il tourne pas très vite, et on fait un développement limité à l'ordre 1 sur le moment cinétique, et on résout l'équation résiduelle qu'on a à l'ordre 1, et on arrive à décrire une rotation faible du trou noir de cette façon. Voilà. Ouais, là-haut. Bah, dans l'idéal, on voudrait que le nombre de cheveux soit lui-même un paramètre indépendant, si tu veux. Parce que le nombre de paramètres qu'il te faut pour décrire un astre astrophysique de manière générale, il est général. Genre, t'as pas le même nombre de paramètres qu'il te faut, par exemple, pour décrire un gaz que qu'il te faut pour décrire la Terre. Donc tu voudrais en fait que les trous noirs, eux aussi, puissent avoir un nombre arbitraire de paramètres pour les décrire, tu vois. Ce qu'on sait faire en fait dans certaines approches de la théorie des cordes, mais on a des dimensions supplémentaires. Mais ici, on est restreint au fait qu'il y a un nombre fini de paramètres, et c'est ça embêtant. Si tu veux, faudrait une infinité de paramètres et une infinité qui dépend du trou noir, tu vois. Là derrière déjà. Non, oui, toi derrière. Vas-y. Oui. Alors ça, c'est la version générale de l'équation. Donc elle est valable dans tout l'espace-temps a priori. Enfin, c'est l'équation de la théorie. Si cette théorie est vraie, on voudrait que cette équation soit valable dans tout l'espace-temps a priori. Maintenant, je vais nuancer un peu cette réponse. Donc en gros, comme je disais, le truc qui est en haut à droite, c'est les équations d'Einstein. Juste le R mu nu moins 1,5 de R G mu nu. Et donc ça égale 0, c'est l'équation d'Einstein dans le vide,
Et si on n'est pas dans le vide, il faut rajouter égal le contenu en matière. Ça, dans le cadre de la théorie d'Einstein, on s'attend à ce que ce soit valable partout. C'est l'équation générale, c'est un peu comme les équations de Maxwell générales en électromagnétisme, elles sont valables partout. Donc maintenant, comme je disais, si on prend ces équations d'Einstein autour du trou noir, il se passe des choses bizarres. Donc on essaye de modifier la théorie de la gravitation. Et si on part d'une approche où on se dit on veut une nouvelle théorie de la gravitation qui, pareil, doit marcher partout, comme la théorie d'Einstein, bah dans ce cas-là, on voudrait que cette équation-là, elle marche partout. Sauf que, aujourd'hui, on se rend un peu compte que c'est un peu l'erreur qu'il faudrait peut-être pas faire, c'est de chercher une théorie de la gravitation qui marche partout. Et que peut-être que la théorie de la gravitation, on doit l'adapter en fonction de là où on regarde. Parce que l'idée, c'est que derrière, on aurait une théorie de la gravité quantique vachement compliquée qu'on ne connaît pas. Et cette théorie de la gravité quantique vachement compliquée qu'on ne connaît pas, elle peut se manifester par des théories de la gravité effective, on va dire, de manière différente à plusieurs endroits, et pas forcément donner la même équation partout. Donc, on n'a pas de réponse aujourd'hui à cette question. Disons que ce serait le paradis d'avoir une équation qui marche partout pour une nouvelle théorie de la gravité qui résout tous les problèmes. Aujourd'hui, on pense qu'on n'en trouvera pas. Et que c'est probable qu'il faille avoir cette approche de ce qu'on appelle de théorie effective, c'est-à-dire que va falloir changer la théorie de la gravitation en fonction de là où on regarde, parce qu'elle découle d'une théorie de gravité quantique plus compliquée qu'en tout cas aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à comprendre. Voilà. Ouais, ok. Alors, un problème de cette théorie-là, c'est qu'elle décrit des ondes gravitationnelles qui vont moins vite que la lumière, ce qui n'est pas ce qu'on a observé. En gros, on a fait une mesure de la vitesse des ondes gravitationnelles, donc c'est pas beaucoup. Mais on a fait une mesure en 2017 de la vitesse des ondes gravitationnelles, où on a observé cette fois une fusion, non pas de trous noirs, mais dans ce qu'on appelle d'étoiles à neutrons. Et donc en 2017, c'était en août 2017, on a reçu à la fois le signal en ondes gravitationnelles de cette fusion d'étoiles à neutrons, mais aussi le signal en ondes électromagnétiques. On a vu des rayons X qui sont arrivés, et ils sont arrivés en même temps. Donc ça veut dire que les ondes gravitationnelles ont traversé l'espace entre la fusion des étoiles à neutrons et la Terre à la même vitesse que la lumière. Ça, c'est effectivement ce que prédit la théorie d'Einstein. La théorie d'Einstein, elle prédit que les ondes gravitationnelles vont à la vitesse de la lumière. Cette théorie-là, elle dit que les ondes gravitationnelles vont moins vite que la lumière, donc ça pose un peu problème. Pour avoir des ondes gravitationnelles qui vont à la vitesse de la lumière, il faut faire plein de simplifications là-dedans. On peut le faire, mais on peut montrer que dans les simplifications de cette théorie-là, où on se ramène à des ondes gravitationnelles qui vont à la vitesse de la lumière, on a toujours un théorème de la calvitie sur les trous noirs, c'était montré dans le cas général. Donc il faut un peu jouer sur les deux tableaux, essayer de balancer des choses, ou pas trop modifier la théorie de la gravité parce qu'on arrive avec des contradictions d'observation, mais en même temps il faut la modifier un peu si on veut espérer résoudre le problème. Et donc justement cette idée de théorie effective, c'est que peut-être que cette équation-là, elle s'applique qu'autour du trou noir, et pour décrire la propagation des ondes gravitationnelles, il ne faut pas utiliser celle-là. Ouais, au fond là-bas. Comme je disais, en tout cas, moi dans mon travail qui applique ces équations au trou noir, ça sera avec les observations des trous noirs. Il y a des gens qui ont essayé d'appliquer ces équations au système solaire, d'étudier le mouvement des planètes décrit par ces équations, et avec ça, ils en déduisent des contraintes sur les modifications qu'on peut faire et sur quelles modifications de ces théories, si on a envie de les appliquer au système solaire, deviennent complètement contradictoires avec les observations. C'est des choses qui ont déjà été étudiées. Mais du coup, moi ce que je fais, c'est les appliquer au trou noir, et pour les appliquer au trou noir, c'est vraiment ces deux observations-là qui vont permettre de les contraindre expérimentalement. Ouais. Ouais, c'est ça. Le égal 0, ça veut dire qu'on est dans le vide. Et pourquoi on résout dans le vide? Parce que donc on veut sortir un trou noir de cette équation, et le trou noir, en gros, le trou noir, toute la masse est compris en son centre. Et donc si on veut l'espace-temps autour du trou noir, on résout égal 0 parce qu'on est dans le vide autour du trou noir. Voilà. Ouais, ok. Non, là c'est pas perturbatif. Là c'est complet. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Ouais.
Comment j'ai choisi, c'est ça? Ouais, je pars de ce qu'on appelle un principe de moindre action. Donc c'est une quantité qu'on appelle une action qui décrit la théorie, qui est beaucoup plus compacte que ça. Et en gros, ces équations, la quantité qu'on appelle l'action de la théorie, elle doit être maximale pour les champs qui vérifient les équations du mouvement. Et avec ça, on en déduit ces équations-là. Mais donc l'objet, on part d'un objet, on va dire, qui est un peu plus simple, en tout cas qui s'écrit de manière plus simple. Et cet objet, on peut mathématiquement montrer quelle est l'action, on va dire, la plus générale qu'on peut considérer sous certaines hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, à partir de cette action, on construit les équations du mouvement comme ça, où là, ça déroule des termes vachement longs. Voilà, en gros. Ouais. Oui, vas-y. Ah, oui, ouais, ok. Non, du coup, ça va être la dernière question. Mais j'ai pas de réponse classique à ce terme. Disons que c'est une particularité du trou noir. En fait, on comprend pas ce qui se passe au centre du trou noir, pour être exact. Donc, merci à tous.